bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau François Asselineau, fondateur du parti l'Union populaire républicaine, candidat à la présidentielle en 2017, puis de nouveau en 2022. Ensemble, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité. Les relations franco-chinoises, les relations entre la Chine continentale, Taïwan et la France, mais aussi les relations entre la France et l'Union européenne, puisque à partir du 1er janvier 2022, le président Macron va présider l'Union européenne. François Asselineau, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter sur Mandarin TV. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, première question, vous avez eu l'opportunité de rencontrer le président chinois Jiang Zemin. Et quel souvenir avez-vous gardé de cette rencontre? Alors, c'est déjà un petit peu lointain. C'était dans les années 94, 95, 96. En fait, je l'avais rencontré à 3 reprises, puisque j'avais été dans des cabinets ministériels. Je l'avais rencontré lorsque j'avais accompagné le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, c'était en 94. Puis de nouveau avec le ministre des Affaires étrangères français en 95. Et de nouveau, je crois, avec Jacques Chirac, quand on l'avait accompagné. Alors, nous avions été reçus à Zhongnanhai. Zhongnanhai, donc l'équivalent de France. De l'Élysée, voilà. Qui est dans la cité interdite à Pékin, une partie de la cité interdite. Et le président chinois de l'époque était accompagné. Il y avait le Premier ministre Li Peng. Il y avait également d'autres ministres. Et c'était une réunion, un tout petit comité. C'était une réunion avec... il y avait à peu près 10 personnes de part et d'autre. Donc c'était tout à fait intéressant parce que c'est là que se discutent les véritables affaires de l'État. C'est ça. Et moi, j'avais été frappé par le président Jiang Zemin. Excusez-moi, je ne prononce peut-être pas très bien. Vous avez très bien prononcé Jiang Zemin, oui, c'est ça. Qui était un homme très réfléchi et qui écoutait beaucoup et qui avait préparé des réponses, certaines questions, certaines réponses, et qui était très intelligente sur un certain nombre de sujets. Alors, à l'époque, il était question à la fois de vente d'Airbus et puis également question de vendre à la Chine en 1995, donc, le TGV entre Pékin et Shanghai. Il y avait une concurrence d'ailleurs avec l'Allemagne qui voulait vendre le TGV, ça s'appelait ICE de chez Siemens, avec les Japonais qui voulaient vendre le Shinkansen. Et donc tous les dirigeants des pays fabricants des TGV défilaient en fait à Pékin. Alors, parmi les choses que j'ai gardées comme souvenir, il y avait le fait que le président Chirac avait commencé par expliquer qu'il fallait acheter le TGV français, que c'était le meilleur. Non, il n'avait pas commencé par ça. Il avait d'abord commencé par expliquer que la France était en train de construire l'Europe et avec l'Allemagne, nous allions avoir une monnaie commune. C'était à l'époque, ça n'existait pas encore. Hein. Et puis donc le président chinois avait écouté. Et puis ensuite, le président chinois on était passé à d'autres sujets. Et c'est là que Jacques Chirac avait évoqué le TGV. Et dans la foulée d'une question sur l'euro, en fait. Voilà, donc dans la foulée des relations bilatérales. Et donc Jacques Chirac avait dit, voilà, nous aimerions beaucoup pouvoir vous vendre, c'est la meilleure technologie, c'est le train le plus rapide qui a été fait en premier dans le monde, ce qui est vrai. Nous avons une excellente technologie, etc. Et à ce moment-là, le président Jiang Zemin, qui était quand même très malin, il avait un peu coincé le président français. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, parce qu'il lui avait dit... Monsieur le Président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors Jacques Chirac avait dit, de quoi s'agit-il, si je peux vous répondre? Et il avait dit, écoutez, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de construire l'Europe avec l'Allemagne, avec les autres pays. Voilà, très bien, donc c'était la stratégie de la France. Mais il avait dit, mais il y a quelques mois, j'ai reçu à votre place le chancelier allemand. Je crois que c'était Helmut Kohl, et qui était venu me dire qu'il fallait absolument acheter le système allemand. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Et vous me dites... Alors, il avait dit à Jacques Chirac, alors qu'est-ce que je dois faire? Il était malin. Ben oui, bien sûr, parce que Jacques Chirac avait dit on est en train de faire l'Europe. Voilà. D'un seul coup, il
il était un peu coincé, en fait. Hein, voilà. Voilà. Il y a une autre anecdote. La réponse de M. Chirac, alors ça m'intéresse de la connaître. Il avait dit quelque chose comme « Oui, c'est vrai, vous savez, c'est difficile de faire l'union, c'est un processus progressif. Ouais. » Bon, il s'était sorti, bien sûr, mais c'était quand même intéressant. Parce que, vous savez, j'aime beaucoup la culture chinoise, et beaucoup aussi, dans la culture chinoise, beaucoup de proverbes, de maximes, oui, etc. Énormément. Voilà. Et il y a donc, je crois, en chinois, traduit en français, des proverbes qui disent, par exemple, si dans une cuisine il y a 8 cuisiniers, tout brûle ou se refroidit, ou bien si dans un bateau il y a plusieurs capitaines, le bateau coule. Enfin voilà. Donc ça, ce sont des pensées qui sont issues de la sagesse chinoise millénaire. Et là, il avait coincé en fait le président français. Et alors il y a une autre. Jacques Chirac, c'était un président très, on va dire, il était intelligent, mais je pense qu'il a su trouver une réponse. Oui, mais une réponse un peu difficile. Il a dit, oui, vous avez raison, il était embarrassé, donc ouais, il a dit, vous avez raison, mais vous savez, une union, ça se fait sur le long terme, sur le long cours. Voilà, il fallait bien qu'il trouve une solution pour répondre. Voilà. Mais vous avez raison, Jacques Chirac, c'était un homme intelligent. Il connaissait très très bien la culture asiatique. Il s'intéressait, alors tout spécialement à la culture japonaise, parce que je l'avais accompagné au Japon. Une culture chinoise, sans doute un petit peu moins, peut-être, mais c'était un homme ouvert d'esprit, ça c'est vrai. Ouais. Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très agréable, mais je vous le dis quand même. À la fin de l'entretien, le président de la République française a été obligé de parler des dissidents chinois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un président français qui va, ou un dirigeant occidental, vous avez les agences de presse occidentales qui sont là pour dire « Est-ce que vous avez parlé des dissidents chinois ?» Donc, je connaissais un peu Jacques Chirac. S'il avait pu ne pas en parler, il aurait préféré ne pas en parler. Mais il y avait une telle pression du monde des médias en Occident qu'à la fin, il a été obligé d'évoquer cette question. Et à ce moment-là, c'était tout à fait intéressant parce que, personnellement, j'étais mal à l'aise parce que lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on n'est pas là pour lui donner des leçons. Enfin, je sais pas, c'est très très impoli. Hein, et en plus, les Chinois, ils aiment bien garder la face, à mianzi, je crois ça se dit. Garder la face, voilà. Ouais. Et là, il y avait quand même quelque chose d'un peu offensant. C'est un peu... Comment il a posé la question à Jiang Zemin ? Il a dit, écoutez, voilà, je voulais vous dire, puisque nous sommes amis, entre amis, on doit tout se dire. Et donc, les Français... Il a su bien amener les choses. Voilà, les Français portent attention à des personnes qui sont incarcérées, à notre avis, injustement. Et donc, on aimerait savoir s'il serait possible que vous ayez des actes de clémence de votre part, et l'un de mes collaborateurs donnera à l'un des vôtres une liste de personnalités dont nous aimerions qu'elles soient libérées. Et le président chinois n'a rien dit, puis après il a repris la parole et il a fait quelque chose qui était tout à fait étonnant quand même, c'est qu'il a commencé à dire que quand il était jeune, il s'intéressait beaucoup à la littérature du XIXe siècle français, notamment à Victor Hugo. Alors ça paraissait bizarre qu'il ne peut répondre, a priori ça n'avait aucun rapport. Hein, bon. Et donc il a commencé à parler des œuvres de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Bon. L'anecdote du sac du Palais d'été. Voilà, c'est à ça qu'il est arrivé, le président chinois, avec la lettre que Victor Hugo a écrite après le sac du Palais d'été en 1860. Et le président Chirac... Qui connaissait cette anecdote, bien évidemment. Non, je ne suis pas sûr qu'il connaissait l'anecdote. Il devait connaître un peu l'histoire, mais pas très bien. C'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons, je pense, en France. C'est que les Français ne connaissent pas très bien l'histoire des pays étrangers. Et notamment, l'histoire de la colonisation n'est pas bien expliquée. De telle sorte qu'en France, c'est d'ailleurs un problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous savez qu'en France, tous les médias critique constamment la Chine, parce que la Chine est un pays dictatorial, la Chine, il n'y a pas de liberté d'expression, parce que si, parce que ça. Mais les Français ne savent pas quelle est l'histoire qu'il y a eu entre la Chine et la France.
Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé en 1860 lorsque la France est venue avec l'Angleterre pour venir à l'expédition de Palikao, où on a fait des milliers de morts, on a détruit le palais. Et là, c'était incendié le palais, voilà. le plus beau palais du monde. Ah oui, qui avait été construit par des jésuites d'ailleurs. Et donc, les Français, aujourd'hui, hein, beaucoup de Français ne se rendent pas compte qu'en fait, vu de Chine, la France, comme l'Angleterre, comme d'ailleurs le Japon, a commis des crimes il y a 100 ans, 150 ans, et que nous sommes, à partir de ce moment-là, vu sous cet angle, nous sommes disqualifiés pour donner des leçons de morale. Hein, ça, et le président chinois, quand il avait parlé de ça, et quand il était arrivé à la conclusion du sac du Palais d'été, le président de la République française, à l'évidence, était quand même embarrassé par ça. Voilà, il était embarrassé. Alors, bien sûr que nous n'avons pas les mêmes civilisations, mais moi je suis un de ceux qui pensent que pour assurer la paix du monde, il faut d'abord connaître l'autre et ne pas avoir d'a priori. Voilà. Parce que la France, elle a des a priori. La civilisation chinoise n'est pas la même que la civilisation française. On n'a pas du tout la même histoire. Il y a en Chine toute une tradition impériale avec le Tianzi, le fils du ciel, avec c'est un pays immense par ailleurs, avec une nécessité d'une certaine soumission. Mais pas que. Les Chinois ont inventé aussi quelque chose que les Français ont adopté eux-mêmes, c'est le système des concours mandarinaux, par exemple, pour l'accès à la haute fonction publique. Je me demande si ce n'est pas Napoléon qui s'en est inspiré. C'est possible, absolument, voilà, absolument. Créer le système de concours en France. Les grandes écoles. Ah, oui, absolument. Alors c'est fondé sur notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où on dit que l'accès aux emplois publics est fondé sur seulement les seuls talents. C'est-à-dire qu'avant, sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, sous Louis XIV, Louis XV, seuls les fils d'aristocrates pouvaient devenir hauts fonctionnaires. Bon, à partir de la Révolution française, ça a été justement l'idée que n'importe qui peut devenir haut fonctionnaire, à condition d'être aussi intelligent, plus intelligent que les autres. Et donc, d'où les concours. Voilà. Moi, ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que je pense que d'abord, il ne faut pas faire d'anachronisme, parce que la Chine est une civilisation extrêmement ancienne. La France aussi. La France n'a pas été toujours une démocratie, il ne faut pas non plus exagérer. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis bien placé pour savoir, étant candidat à l'élection présidentielle, que l'élection présidentielle en France est assez largement truquée, puisqu'il y a des candidats que l'on ne voit quasiment jamais dans les grands médias, dont je fais partie, et puis d'autres que l'on voit tout le temps. Donc qui décide? Et vous savez qu'on sait très bien. Qui décide alors? Eh bien, ceux qui décident, c'est à la fois l'État dans les grandes chaînes de télévision et de radio. Qui dit l'État dit Macron, le président de la République. Et puis qui décide, c'est également tous les milliardaires qui possèdent les médias. Si vous suivez l'actualité politique en France, vous avez vu que M. Bolloré, qui est un multimilliardaire qui possède CNews, a lancé d'une façon incroyable en fait un journaliste, Éric Zemmour, qui est un journaliste très polémiste, mais il a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, alors que moi j'ai eu 0 heure, 0 seconde. 0 heure jusqu'à présent. Voilà. Et donc ça veut dire que, vous savez, les Français, ils sont comme tous les peuples du monde. Donc il y a une inégalité en termes de temps de parole. Bien sûr, les Français sont comme tous les peuples du monde. Vous avez une petite partie de la population qui se passionne pour la politique, mais vous avez une grande partie des gens, ils regardent ça d'un petit peu loin, ils ont des préoccupations au quotidien. Donc quand ils voient une élection présidentielle, ils regardent de la télévision. Mais s'ils voient qu'un candidat qu'on montre tout le temps, avec des commentaires flatteurs, des commentaires « Ah oui, il est bien, il est extraordinaire ici », ils vont être tentés de voter pour lui plutôt que pour un candidat qu'ils ne voient jamais. Qu'on n'entend jamais. Et où quand on l'entend, il est entouré de commentaires extrêmement dévalorisants. Moi, quand j'ai été candidat en 2017... Donc il y a une inégalité de traitement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, allez-y. Quand j'ai été candidat en 2017, personne n'avait parlé de moi auparavant. J'ai eu mes parrainages. J'ai été très très mal accueilli dans les médias. C'était comme un procès. J'ai vu vos affiches. On me traitait de complotiste, de conspirationniste, parce qu'il y avait des choses que je voulais dire. Et là, par exemple, le simple fait de m'exprimer et de tenir des propos qui sont des propos nuancés sur la Chine, qui est un immense pays. Moi, je me rappelle
dans cette rencontre entre Chirac et Jiang Zemin, la première chose qu'a dite à Jacques Chirac, le président de Jiang Zemin, la toute première chose, il lui a dit, c'était en 1996, il lui a dit « Je suis heureux de recevoir le digne héritier de Charles de Gaulle qui a eu la prescience, la vision historique de reconnaître la République populaire de Chine en 1964. » La Chine de toujours. Voilà. Et je crois que les Chinois, on parle sous votre contrôle, mais je crois que les Chinois, c'est un vieux peuple et qui observe beaucoup et qui mémorise. Et donc ils mémorisent à la fois ce que les Français, ce que la France a fait de mal en 1860, mais aussi ce que la France a fait de bien. Oui. Par exemple, en 1964. Et quand je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument que la France renoue avec la politique de Gaulle, qui était une politique d'entente avec Pékin, avec Moscou. Malgré les différences, bien sûr. On s'entend sur les grandes lignes. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on assure la paix et que l'on progresse. Les petites, voilà. On va dire les malentendus. Oui, et puis que l'on progresse de part et d'autre. Et d'abord, c'est le droit international. Le droit international interdit l'ingérence dans les affaires intérieures. Mais depuis maintenant 30 ou 40 ans, on a une dérive dans les pays occidentaux. Ça, c'est les analyses que je fais. C'est que maintenant, la France, elle n'est plus malheureusement la France de Gaulle. C'est devenu un pays qui est sous la tutelle de l'Union européenne, c'est-à-dire dirigé par l'Allemagne, et sous la tutelle de l'OTAN, c'est-à-dire dirigé par les États-Unis. Et donc maintenant, notre diplomatie n'est plus une diplomatie d'un pays souverain et indépendant comme c'était le cas dans les années 60, lorsque De Gaulle avait reconnu le régime de Mao Tse-tung en 1964. Ça avait été un scandale mondial de la part des Américains. Bien sûr. Les Américains étaient fous de rage, et tous les Européens aussi, parce que la France avait eu le courage de dire non et de mener sa propre politique indépendante. Malheureusement maintenant, on a la même politique que les États-Unis qui nous entraîne, et je le regrette beaucoup, dans des positions de plus en plus conflictuelles vis-à-vis de la Chine. Conflictuelles, c'est exactement ça. Alors, pour revenir donc à votre rencontre avec le président Jiang Zemin, j'aimerais aussi connaître la réponse de Jacques Chirac lorsque Jiang Zemin lui a parlé de cette anecdote du sac du Palais d'été. Eh bien, écoutez, il n'y a pas eu de réponse. Pas eu de réponse, hein, ouais. Il a été vraiment très gêné. Parce que, d'ailleurs, oui, très gêné, il a dit qu'effectivement, il y avait comment dirais-je, le poids de l'histoire était terrible, et il fallait toujours se le rappeler. Mais il était très gêné. Là aussi, il avait été coincé, en fait. Voilà. Il avait été coincé. Vous savez, moi j'en parle beaucoup. C'était peut-être une manière de dire, écoutez, vous êtes venu nous donner des leçons sur les droits de l'homme. Est-ce que dans votre passé, vous avez toujours été digne, vous avez toujours été un digne héritier du concept des droits de l'homme? Bien sûr, mais c'est exact. Hein. Bien sûr, c'était ça que ça voulait dire. C'était une façon de disqualifier. Une critique à peine voilée, hein. Oui. Sans aller jusqu'à la confrontation directe avec le président français. Voilà. Ça aurait été très impoli. Voilà. Il est passé par... Voilà, de façon très chinoise. Très chinoise, voilà, par un détour, voilà. Absolument. Et c'était, je crois que c'est un des 36 stratagèmes chinois qui dit montrer du doigt le mûrier pour blâmer le sophorat. C'est un petit arbre, on le critique, mais en fait, celui qu'on vise, c'est beaucoup plus grand. Hein, donc c'est exactement très chinois. Vous voyez que je connais bien la culture chinoise. Je suis passionné par la culture chinoise. Le problème, c'est que parmi les dirigeants français, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent bien, enfin qui le connaissent. Il n'y a pas besoin d'être un expert non plus, mais qui se soient vraiment intéressés avec le cœur. Je ne sais pas comment on dit le cœur en chinois. Sin, le cœur. Ah oui, sin, oui, absolument. C'est ça. Oui, c'est ça. En japonais, c'est kokoro. Kokoro kara, c'est du fond du cœur. Donc, avec cœur, affection, intérêt, s'intéresser à des civilisations étrangères et qui sont extrêmement prestigieuses. Enfin bon, vous savez ce que De Gaulle, lui, n'était pas comme ça. De Gaulle, il s'intéressait vraiment. Vraiment. Il y a vous vous rendez compte, lorsqu'il a reconnu la République populaire de Chine en 1964, il a dit à Alain Peyrefitte, qui était son ministre de l'Information... J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Peyrefitte. Il a dit, quand il a reconnu la Chine populaire,
et diplomatiquement, il a dit « il n'est pas exclu qu'au siècle prochain, c'est-à-dire maintenant, la Chine redevienne ce qu'elle a toujours été dans l'histoire, la première puissance de l'univers. » En fait, c'est ce qui est en train de se voilà. passer. Donc, vous vous rendez compte, De Gaulle avait dit ça dès 1964. Incroyable. Et donc, il voyait les choses. Ouais. Voilà. C'est pour ça vous y croyez quand vous avez rencontré le président Jiang Zemin, vous avez dû vous souvenir de cette phrase du général de Gaulle. Est-ce que vous croyez que, bon, c'était en 1996, vous croyez que au XXIe siècle, la Chine allait devenir ce qu'elle a toujours été? Oui. Aussi. Oui, parce que, d'abord parce qu'il y avait déjà des progrès, beaucoup qui avaient été faits. Puis la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 1988. Donc déjà, oui, donc j'étais avec ma femme en touriste. Alors ça, c'était vraiment, c'était assez difficile. Par les transports en train, c'était vraiment terrible. Et puis c'était encore un pays où il y avait des régions qui étaient très très pauvres. Vraiment très très pauvres. La Chine venait à peine de s'ouvrir Absolument. à l'Occident. Hein. Voilà. Et je me rappelle être allé à Datong, par exemple. Datong, oui. Et ma femme qui est blonde, il y avait des gens qui étaient là. On avait l'impression qu'ils n'avaient jamais vu de femme blonde. Ils venaient lui prendre les cheveux. C'était vraiment très très étrange. Alors que maintenant, la Chine est devenue un pays qui est devenu très, non seulement tout à fait puissant, mais moderne et à la pointe de l'innovation. C'est la grande puissance. C'est d'ores et déjà la première puissance. Vous savez, en PIB, le produit intérieur brut, si on le calcule en parité de pouvoir d'achat, c'est désormais la Chine qui est numéro 1. Ça. Alors ce que je pense, c'est qu'il faut... Moi, je dis ce que je pense. Hein. Oui, donc je pense qu'il faut que la Chine reste un pays qui soit quand même ouvert, qui n'est pas une tentation hégémonique mondiale. Ça, c'est qu'il ne faut pas, parce que malheureusement, les pays, dans l'histoire des peuples et des civilisations, regardez, c'est ce qui s'est passé avec les pays européens, c'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont sur le déclin, la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale, la Russie redémarre très bien. Il faut que tout le monde ait la sagesse collective de ne pas vouloir dominer les autres et diriger les autres. C'est ça. Voilà. Chacun, et c'est pour ça qu'on en revient sur la nécessité du droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc moi je trouve que c'est très mal que la France ait fait ce qu'elle a fait en 1860. C'est vraiment des actes... Il ne faudrait pas qu'à contrario, la Russie ou la Chine, dans 20 ans ou dans 30 ans, soit saisie par le même complexe de domination. Il y a un autre homme politique français, aussi connu que vous, qui s'intéresse à la culture chinoise. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Tout récemment, il a fait une déclaration au sujet de Taïwan. Je vous propose de l'écouter. Taïwan est une province chinoise et depuis 1964, à l'initiative du général de Gaulle, la France adopte la position qu'il n'y a qu'une seule Chine, dont la capitale est Pékin. C'est ma position. Comment cette province reviendra dans l'ensemble chinois, je ne le sais pas. Je souhaite, comme vous tous, que ce soit par des voies pacifiques et de concertation. Rien de plus, rien de moins. Mais pas question, puisque vous avez mis en avant le contexte. Dans le contexte actuel de montée des pressions, dont vous ne sauriez intellectuellement, honnêtement dire quel est le fait de Pékin, sans reconnaître rien des provocations innombrables qui sont celles des États-Unis d'Amérique dans ce secteur du monde. Nous n'avons pas les mêmes visions sur la chose, supportez d'entendre mes arguments. Nous ne gagnons rien dans le contexte particulier dans lequel nous sommes à aller aggraver les tensions. C'est l'inverse. Nous devons tout faire pour désamorcer ces tensions. À l'instant même, il vient d'être dit à cette tribune que cette reconnaissance a pour objectif de créer des mesures de dissuasion à l'égard de Pékin. Si vous croyez que vous allez dissuader Pékin de quoi que ce soit avec des méthodes pareilles, c'est que vous ne connaissez rien à la Chine. La Chine, dans cette affaire, doit être traitée avec le respect et la délicatesse que la France a toujours accordé à cette région du monde et aux circonstances particulières de la création de Taïwan.
Par conséquent, si le contexte justifie quelque chose, c'est que nous n'allions pas ajouter aux tensions dans cette zone. Et surtout pas 9 jours avant que se tienne une réunion internationale des soi-disant démocraties à l'initiative des États-Unis d'Amérique, qui vont se réunir bientôt avec des démocrates comme Bolsonaro, Duarte et combien d'autres de même nature, et où pour la première fois, Taïwan est invité. Parce que ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est à créer une ambiance de guerre froide contre Taïwan, contre la Chine, en prenant appui sur le prétexte de Taïwan. Que pensez-vous de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une déclaration qui ne semble pas être celle du gouvernement français à propos de Taïwan? Alors, sur le fond, Jean-Luc Mélenchon, je pense, a raison. La doctrine officielle du gouvernement français depuis 1964, c'est qu'on reconnaît uniquement la République populaire de Chine, parce que c'est la République populaire de Chine elle-même qui l'a imposée à tous les États. Il faut toujours, il faut choisir, c'est soit Pékin, soit Taipei, mais il n'y a pas les deux. Ça, c'est ce qui a été imposé. D'un autre côté, les Chinois, de part et d'autre, c'est un peuple pragmatique. Il y a nécessité, l'île de Taïwan a connu un développement formidable, il y a un niveau de vie tout à fait extraordinaire. Et donc, les Chinois ont trouvé, les autorités chinoises des deux côtés ont trouvé ce que l'on appelle en français, c'est du latin modus vivendi, c'est une façon de régler la question. C'est-à-dire qu'il y a une ambassade de France, une ambassade d'Allemagne, une ambassade du Japon, une ambassade des États-Unis à Pékin. Et à Taipei, il y a des bureaux de représentation, il y a l'Institut français de Taipei. Donc ça sauve la face du gouvernement de Pékin, mais il y a des relations culturelles, des relations commerciales. Sur le fond quand même, la République populaire de Chine est redevenue en 71 et a été admise à l'ONU en 1971, c'est-à-dire très tard finalement par rapport à la charte de San Francisco. Auparavant, c'était le régime du Kuomintang de Taïwan qui représentait la Chine. En 1971, la Chine populaire a récupéré le siège dévolu à la Chine. Et depuis cette époque, nous avons affaire quand même à une très grande puissance. Les dirigeants de Taïwan essayent d'avoir encore des relations diplomatiques avec un certain nombre d'États dans le monde. Ce sont des petits États, voilà, une quinzaine dans le Pacifique Sud, par exemple. Il y a eu d'ailleurs des échauffourées, même des rébellions récemment là, aux îles Salomon, parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais le régime c'est un petit pays qui est en plein Pacifique sud-ouest. Le régime des îles Salomon, qui recevait de l'argent de Taïwan, a décidé de reconnaître la République populaire de Chine il y a 2 ans, et donc il y a encore des forces qui agissent, et ça a causé des problèmes récemment. Donc je sais que les dirigeants taïwanais, qui n'ont pas envie d'être isolés, et ont une diplomatie commerciale, et évidemment il y a des intérêts commerciaux, par exemple sur l'affaire des frégates de Taïwan. La volonté du gouvernement français de l'époque, c'était pas de soutenir spécialement Taïwan, c'était surtout de sauvegarder l'industrie française de fabrication des frégates qui... J'ai suivi cet épisode. À cette époque, il n'y avait pas de commande. Donc c'était ça le... ça. Mais on voit bien comment des intérêts commerciaux ou industriels peuvent perturber des relations commerciales. À notre époque, là, aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'inquiète, et je suis de l'avis de M. Mélenchon sur cette question. Il y a quand même une montée des tensions qui tient en fait d'abord et avant tout aux États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis voient avec beaucoup d'inquiétude la montée en puissance de la Chine. Ça fait des années. Il y avait, je me rappelle, un livre blanc qui avait été publié par la centrale de renseignement américaine, la CIA, c'était dans les années 95 d'ailleurs, et qui disait déjà que le seul danger stratégique pour les États-Unis, c'était la Chine. Voilà, parce que c'est un pays qui peut être potentiellement surpuissant. Donc les États-Unis qui ont bâti depuis la Seconde Guerre mondiale tout un réseau d'encerclement. C'est un peu comme du jeu de Go. Exactement ça. Ils ont encerclé la Russie et la Chine. Alors ça dépend de l'administration, mais ils ont quand même la volonté de soutenir Taïwan, de contenir la puissance chinoise.
C'est un peu... Moi, le fond de ma pensée, c'est que c'est un peu absurde parce que qu'est-ce qui a fait la puissance de la Chine depuis 20 ou 30 ans ? Ça a été le fait que les dirigeants chinois, et notamment Deng Xiaoping, a compris, après la mort de Mao Tse-tung, après la bande des quatre, il a compris qu'il fallait rouvrir la Chine sur le monde extérieur en adoptant des recettes qui marchent.